Bonjour à tous, Ilyas Msalek pour la chaîne de Chess Game Tour. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une des parties que j'ai jouées aux dernières Olympiades en 2022, qui se situait en Inde. Alors, c'était la ronde 3. Donc à la première ronde, pour resituer un peu le contexte, on a joué contre le Gabon et on a gagné, il me semble, assez largement, hein. J'ai battu un joueur à 1900 environ. À la ronde 2, on s'est fait ramasser contre l'Australie. Mais j'ai réussi à annuler avec les Noirs un grand maître, Smirnov, à 2600. Donc, avec une fille d'or en plus. Donc j'étais assez. On va dire que ça commençait pas trop mal. Et on arrive à la ronde 3. Et on joue contre le pays des Barbades. Alors, les Barbades, c'est une petite île, si je dis pas de bêtises, dans les Caraïbes. C'est une petite île paradisiaque, hein. J'ai regardé là, avant la vidéo. J'ai vu des petites plages sympas, etc. Alors pourquoi je dis ça? Ça a évidemment un intérêt pour la vidéo, et notamment dans ma préparation. Parce que quand je vois Petite Île, je me dis éloigné du monde. Je me dis éloigné du monde, ça implique pas forcément beaucoup d'entraîneurs, même si tout se fait en ligne, mais je veux dire l'entraînement local, etc., la formation de joueurs. Et ça implique probablement que les adversaires vont être plus doués ou avoir plus d'appétence pour la tactique que pour la stratégie. En gros, sous-titre, mon adversaire, il n'est pas parti à l'école de Botvinnik. Il a dû passer des heures et des heures sur l'e-chess à faire du bullet, des blitz, etc. Et devenir un très bon joueur dynamique, mais au péril, au dépens plutôt, d'un jeu peut-être positionnel un peu plus faible. Bon, ceci étant dit, je choisis mon ouverture en fonction. Et je ne vais pas forcément partir pour des lignes qui sont trop dangereuses, on va dire, surtout avec les blancs. J'ai la possibilité de plus ou moins choisir sur quel terrain je veux l'amener. Donc, on va pouvoir passer assez rapidement à la partie. Hop. Donc, E4. Bon, je suis habitué, hein, je suis un joueur de 4, hein, donc je ne vais pas inventer des 4 pour cette partie-là. C5, même si ça aurait pu être une bonne option. Cavalier F3, D6. Donc, mon adversaire, hein, comme prévu, hein, il va envoyer une Sicilienne, soit une Nage d'or, soit une Dragon. Mais évidemment, moi, ça m'intéresse pas. Hop, ou B5 échec. C'est une variante que moi je trouve très intéressante pour éviter les grandes complications, etc. Ça donne un jeu assez facile au blanc. Euh, et d'ailleurs, Étienne Bacrot l'a beaucoup joué notamment, donc ça veut dire que c'est pas si euh, égalisant. Et sur fou B5 échec, il y a plusieurs possibilités. Alors là, on va dire le choix des entre guillemets débutants ou le choix le plus intuitif, ce serait fou D7. Mais après, fou prend D7, cavalier prend ou dame prend D7, on va simplement roquer. Et après, au choix, on a soit le plan où on va partir pour l'étau de Maroxy et juste jouer une Maroxy avec plus d'espace et une position assez confortable. Euh, le grand maître français Mathieu Cornette m'avait joué ça et j'avais souffert pendant la partie, je m'ennuyais un petit peu avec les noirs. Et l'autre plan, c'est de jouer pour tour E1, C3, D4 et la prise du centre. Donc ça, j'aurais été très content. Mais mon adversaire, qui, bon, évidemment, qui connaît un petit peu de théorie quand même, sur fou B5 échec, il a fait cavalier D7, qui est considéré comme le plus ambitieux. Et ici, bon, il y a déjà une première position critique. Il y a plusieurs chemins pour les blancs. Soit on peut roquer, on peut envoyer D4 directement sur pion prend D4, prendre de la dame. Et on peut jouer C3, ça existe aussi. C4 aussi existe, mais j'ai choisi A4. Alors l'idée de A4, elle est assez simple. C'est juste que quand il va faire A6, évidemment, je ne vais pas donner ma paire de fous. Je vais ramener mon fou, rapatrier mon fou en E2. Et mon objectif, ça va être de continuer avec D4 et sur pion prend, prendre de la dame en D4. Là, je fais plein de couleurs, c'est génial. Hop. Et en fait, la dame en D4, elle sera pas chassable par un cavalier en C6. Comme dans les variantes, par exemple, D4, pion prend, dame prend. Ici, il y aurait cavalier C6. Bien qu'il y ait encore le clouage avec fou B5, mais alors A6, par exemple, cavalier C6, et on perd un tempo avec la dame. Toute l'idée de A4, c'est ça. C'est juste de faire D4 dans des bonnes conditions et avoir dame prend D4, centraliser la dame et jouer avec une position toujours plus agréable. Bon, mon adversaire ici, il jouait très vite. Cavalier F6. Bon, bah, je fais KSC3, je défends. E6. Alors, il y a un truc que j'ai jamais trop compris. C'est pourquoi certains joueurs retardent A6. Parce que ici, par exemple, ça pourrait sembler assez intuitif de jouer A6. Ça ne peut jamais être un mauvais coup. Fou E2. Bon, il y a Fou C4 qui existe aussi, mais Fou E2 qui est le coup plus normal, on va dire.
Et par exemple E6, et bon, ok, maintenant on est sûr que le fou va en E2. On va voir comment ça s'est passé dans la partie. Il a joué E6, j'ai roqué, fou E7. Je me dis, tiens, ok, toujours pas A6, D4. Puis on prend D4, dame prend D4. Petit roc. Là, je me dis, mais attends. Maintenant, je peux faire tour D1 et avoir mon fou en F1, qui serait peut-être un peu mieux placé qu'en E2. Alors, je sais pas, hein, probablement que les deux sont bien, mais si je sais que dans cette variante-là, j'ai la même position avec A6 fou E2, bah, peut-être que je peux l'améliorer en le mettant jusqu'en F1, parce qu'en F1, il défend un peu plus le roi, peut-être qu'il gêne un peu moins aussi si j'ai besoin un jour de faire tour E1 pour défendre mon pion. On va dire qu'il libère un peu l'espace. Alors, il fait A6, et là, je commence à réfléchir, je réfléchis. Et j'essaie vraiment de comprendre la position parce que c'est pas évident ici. C'est-à-dire que mon fou en E2, il a aussi des avantages dans le sens où je projetais déjà mon plan à long terme, c'est-à-dire après fou E2, ça c'est la position que je connaissais de base, dame C7 par exemple, fou E3. Et en fait, mon idée c'est de faire cavalier D2, cavalier C4 et venir taper sur le pion D6. Parce que si on remarque bien, le pion D6 c'est clairement une faiblesse. Il est sur une colonne semi-ouverte, c'est une cible. Et il est pas si facile que ça à défendre. Alors fou E3 c'est vraiment un petit coup malin, ça aide pas vraiment au développement de... Enfin, à la poursuite du plan avec KL2, mais ça demande aux noirs qu'est-ce qu'ils veulent jouer. Et ça j'ai mis du temps à le comprendre, parce que par exemple, après un coup comme, euh, disons B6, cavalier D2, et en fait les noirs peuvent pas empêcher cavalier C4, parce que cavalier E5, il y aurait dame prend B6. Et par exemple, un coup comme cavalier G4 ici, pour chasser le fou, maintenant on va faire fou G5. Et après fou prend G5, cavalier prend G5, le fou attaque le cavalier. Et donc moi ici, dans cette position, j'ai joué fou F1 peut-être un petit peu rapidement. Et une fois qu'il a fait dame C7, je me suis dit mince. Maintenant, si je veux faire fou E3, cavalier G4, fou G5, donc on peut jouer les coups, hein, on n'est pas à l'entraînement. Fou E3, cavalier G4, fou G5, fou prend G5, cavalier prend G5. Et je me suis dit D5. Aïe, mauvaise nouvelle. Maintenant mon fou est en F1, attaque plus le cavalier. D5, menace dame H2 mat. Jouer G3, cavalier DE5. Et là, ça me plaisait pas trop. Il y avait des thèmes, ça me faisait un peu peur. H6, j'étais pas confiant. Alors en réalité, ça c'est grand avantage blanc. Après E prend D5, H6 et F4. Bon, le jour où je jouerai comme Stockfish, euh, je serai pas là à faire des vidéos sur YouTube. Bref. Donc sur Dame 7, j'ai un peu changé de fusil d'épaule. Je suis pas parti pour le plan avec fou E3, cavalier D2, cavalier C4. Et j'ai choisi de jouer à 5. Qui fait partie, on va dire, de la panoplie des coups utiles, dans le sens où ça paralyse un petit peu les noirs sur l'aile dame. S'ils veulent jouer B6 quand même, je vais prendre et créer un pion arriéré en A6. Ça va être clairement une cible avec le fou et la tour. Deux pièces longue distance qui me permettent d'attaquer cette faiblesse. Et bon, bah, c'est pas facile de trouver un coup pour les noirs, quoi. Cavalier C5, ça menace pas grand chose. Je pourrais continuer, peut-être H3, fou E3, avec une position qui est tout à fait décente. Et mon adversaire qui jouait très vite jusqu'à présent, il est fidèle à lui-même, hein, il continue, cavalier E5 tempo. Et je me dis, bon, soit il est préparé jusqu'aux dents, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même, on parle d'une sous-variante, donc bon, je veux bien qu'il connaisse un petit peu, mais bon, peut-être pas à ce point. Soit il joue tout au pif. Et du coup, je me suis dit que c'était un mec qui jouait tout au pif. Mais ce qui m'étonne pas trop dans le style un petit peu joueur dynamique, qui aime bien tu vois, la tactique, etc. Ce genre de position, je pense qu'il s'ennuie un petit peu. Il a toujours envie d'aller de l'avant, donc ça a du sens qu'il fasse cavalier E5. Bon, c'est un coup qui fait partie de. Enfin, il a envie de s'activer, quoi. Il se dit cavalier prend, les pions doublés sont forts, etc. Bon, je me dis soit. Alors, dans cette position, je connaissais déjà un petit peu ce schéma. Et donc, sans trop d'hésitation, j'ai pris. Pion prend, j'ai joué dame C4. En me disant que la finale, évidemment, elle était toujours, même si objectivement, c'est pas grand chose, bah, mieux pour moi. Pourquoi? Parce que il y a un 5 contre 4 ici pour lui, qui est jamais concrètement valorisable. Et moi, j'ai un 3 contre 2 de l'autre côté. Attends, je vais mettre une autre couleur. Hop. 3 contre 2. Et ça, par contre, ça reste une majorité de pions. Donc les finales sont évidemment meilleures pour moi. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que cavalier E5, c'est le meilleur coup de l'ordi. Donc je pense que c'est quand même un indice pour dire que la position, elle est
pas si simple pour les noirs. Parce que si on doit accepter de jouer ça avec les noirs, a priori, c'est que c'est pas bon signe, quoi. Donc on peut voir la suite, il a continué, hein, jouer tempo, fou D7. Alors moi, là j'avais encore un peu de temps, mais une fois que je suis rentré dans cette finale, je connaissais pas forcément la position. Et j'essayais de réfléchir, de comprendre comment jouer le plus précis possible. Parce qu'en fait, une fois qu'on arrive dans cette position, qu'on ce joueur, hein, qui est classé 2350, j'ai oublié de préciser, qui est maître international, euh, eh bien on sait que déjà on va pas perdre, mais d'une certaine manière, faire nul, ce serait un échec. Parce qu'on sait qu'on est mieux, on sait qu'on a mieux compris la position, donc on est aussi, enfin, sur ce genre de position-là, on est plus fort. Et faire nul, ce serait juste manquer de technique, quoi. C'est évident que l'autre dans cette position, il va pas défendre comme un ordi, qu'on aura des chances. Et pour moi, c'est faire nul dans cette position contre lui, ça aurait été un cauchemardesque, quoi. C'est comme s'il acceptait de jouer une position inférieure et il dit tiens, 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 et hop, là, on fait nul facile, t'es pas assez fort, quoi. Bon, du coup, je faisais vraiment un effort pour essayer de comprendre la position. Bon, j'ai joué fou e3, qui est un coup de développement normal. Il a fait tour à c8. J'ai joué fou b3, qui a du sens. Fou d3 était peut-être un peu plus précis, mais ça me semblait pas évident. Mais après coup, quand je comprends l'idée, après fou c5, fou prend c5, tour prend c5, cavalier b1. Et en fait, l'idée, c'est simplement d'envoyer b4, c4. Alors on verra que j'ai fait cette idée dans la partie aussi, mais c'est vrai que cavalier b1, c'est assez esthétique. Et si les noirs acceptent, par exemple, avec tour fc8, bah, je fais b4, c4, et ça, c'est un petit peu plus agréable au blanc. Toujours des moyens de pression, une jolie case en c5. La colonne D ouverte, et la majorité à l'aile dame. Et sur cavalier B1, peut-être fou F5, c'est une manière de résoudre les problèmes concrètement. Et après B4, fou prend D3. Puis on prend C5, fou prend C2. Et puis après, ils vont essayer de prendre un E4, faire une forme de forteresse avec la qualité de moins. Peut-être que le pion C5 s'avérera être un peu faible aussi. Et bon, c'est évidemment toujours un peu mieux au blanc, mais bon, peut-être qu'il y a encore pas mal de travail ici. Et c'est peut-être plus si simple en réalité. Bon, évidemment, j'avais pas calculé jusqu'à là, mais avec les analyses, c'était la conclusion que fou D3 était un peu plus précis pour ces raisons-là. Donc j'ai joué fou B3. Et en réalité, il a joué assez décemment, hein. Fou C5, fou prend C5, tour prend C5, F3, consolide le pion E4. Donc pour l'instant, j'ai le contrôle de la colonne D. Il a la colonne semi-ouverte C, mais qui sert pas à grand-chose. Et moi, j'ai besoin juste de réussir à déjà me libérer un petit peu, parce que mes pièces gênent mes pions. Alors protège mes pions, oui, mais aussi les gêne, parce que j'aimerais bien les pousser tôt ou tard. Et le pion A5, j'avais peur qu'il devienne un peu vulnérable, dans le sens où si je voulais doubler, etc., évidemment qu'il serait en l'air. Mais bon, en attendant, les pièces noires sont pas forcément mieux, le cavalier est dominé par le pion, et le fou a pas forcément de perspective d'avenir. Donc j'étais pas spécialement inquiet outre mesure. Donc sur tour FC8, ici, j'ai passé pas mal de temps pour essayer d'améliorer ma position. Et j'ai appliqué le principe de Haggard, si je dis pas de bêtises. Quelle pièce peut-on améliorer? Alors le fou, on aimerait bien l'améliorer, mais bon, c'est pas si simple que ça ici dans cette position pour le trouver déjà une bonne case, une bonne diagonale. Mais par contre, le cavalier, c'est vrai qu'il est un peu dominé là par les pièces noires, et on aimerait bien lui trouver une case d'où il pourrait aider les pions à pousser. Et donc j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait que je passe mon cavalier en E3, juste derrière mon pion le plus avancé, comme ça il pourra aider à la pousser C4. Mes couleurs c'est n'importe quoi là. Hop, cavalier E3, comme ça il pourra aider, c'est pas mieux, à la pousser C4. Suivi de B4, et donc je pourrais prendre tout l'espace à l'aile dame, mais avec mon cavalier qui ferait un bon rôle déjà défensif, il contrôlerait la case D1 pour potentiellement des échanges, et puis c'est une case d'où on va dire, il jette un œil sur tout l'échiquier. Et donc pour l'arrivée en E3, je suis passé par D1, donc j'ai joué tour D2, qui est un bon coup. Roi F8, cavalier D1, Roi E7, cavalier E3, ou E8, bon bah il magouille ces trucs, hein. C4. Alors ici l'avantage il est toujours minime, hein, évidemment, c'est loin d'être gagnant pour les blancs, il y a beaucoup de travail, mais on commence un petit peu à faire des progrès, hein, étape par étape, on va juste premièrement pousser la majorité, et ensuite on verra déjà quelle pièce il restera et comment on fera pour la suite. On va limiter les pièces noires à l'activité la plus minime possible. Il a joué cavalier D7.
Ici, j'ai joué fou A4. Fou C2 était aussi intéressant. Dans l'idée de garder le plus de pièces mineures possible. Donc après cavalier B8, B4, tour C7, tour B1. Mais j'avais pas spécialement envie de laisser le cavalier entrer en E4. Mais bon, c'était probablement jouable avec les cavaliers qui protègent C4, la tour qui protège B4. Bon, je pense que si la partie continue, peut-être qu'on aura des idées avec C5, cavalier C4, cavalier B6, avec une très jolie case ici. Et puis que tôt ou tard, on pourrait déloger le cavalier D4 avec une poussée comme F4. Si on arrive à mettre le roi en E3, ce serait, ça aurait du sens en tout cas. Bon, moi j'ai joué x4, je commençais à être déjà un peu short au temps. Parce que je suis un grand amateur des grandes réflexions et des grands calculs dans le vide. Donc x4, il a joué cavalier B8, hein, toujours pareil. Et ici j'ai fait un choix un peu étrange. Parce que j'ai pris en E8, et du coup après tour prend E8, je lui ai laissé la case pour la tour. La case C8. Et j'avais un peu sous-estimé cette idée-là, juste qu'il allait changer les tours comme ça. J'aurais pu commencer par B4, hein, c'était pas très sorcier. Et ici prendre maintenant E8. De sorte qu'il puisse plus forcément aussi simplement échanger les tours, ou au moins si je double les tours maintenant, tour D7 si je prends, cavalier prend, le cavalier est mal placé en D7. Bon. Un petit détail, mais qui quand même bon, fait une petite différence, on va dire. Donc B4, tour C8, tour AD1, tour DE8. Ici j'étais un peu... J'étais là, bon, bah, j'ai réussi à pousser, mais bon, j'ai dû échanger toutes les pièces. Et on arrive dans cette finale de cavalier. Alors évidemment, je sais que j'ai toujours des chances de gain, parce que j'ai toujours ma majorité, et j'ai toujours... il a toujours ses pions doublés. Et bon, bah, c'est un 3 contre 2 qui reste à. Il y a encore du jus à extraire, quoi, de cette position. Donc j'ai ramené mon roi, cavalier C6, cavalier C2, roi C7, roi E3. Et là, c'est assez drôle. Parce que jusqu'ici, il avait joué très vite, hein. Je pense pas de mémoire, hein, qu'il ait passé plus que 30 minutes, ou pas beaucoup plus en tout cas, pour arriver jusqu'ici. Alors que moi, j'étais déjà pas forcément dans le rouge, mais j'avais plus beaucoup de temps. Et ici, il a pris une décision qui est typique, mais alors typique des joueurs dynamiques. En fait, je sais pas s'il a compris qu'il devait jouer pour nul dans cette position, il a aucune chance de faire mieux que nul, et il a joué le coup horrible F5, qui est un coup en réalité qui est pseudo-actif. Parce qu'on se dirait, allez, ça ressemble un petit peu, je sais pas, à des ruptures de pions type est-indienne, où il va faire F5, F4, et puis G5, H5, G4. Sauf que bah, il va mater personne, quoi. Mon roi, il est en E3, on est en finale. Et en fait, ça met pas de pression sur le pion E4, parce que je m'en fiche. S'il prend, je peux même prendre du roi. Et je le laisse avec des pions doublés isolés. Alors là, c'est la totale. Et en plus, F5, le plus important, c'est que ça affaiblit le pion E5. Par exemple, là, pion E5 cible. Et ça affaiblit aussi le pion E6. Donc c'est une catastrophe. C'est-à-dire que même s'il fait F4, en fait, les deux pions sont des cibles, mais très faciles, quoi. Alors il fallait essayer plutôt de garder un bloc compact, hein, c'est le principe de base quand on défend les finales, même généralement dans les finales. Il fallait plutôt jouer avec F6 pour déjà assurer, hop, hop, cette chaîne de pions. Donc la seule faiblesse, oh non, c'est le pion G7 qui est pour l'instant pas touchable. Donc vous allez me dire, oui, mais le pion E6 c'est un peu faible, mais bon, le pion E6 il peut être défendu très facilement. Et vaut mieux avoir une seule faiblesse que deux faiblesses. Ça c'est évident. Donc F6, on peut continuer, roi D3. Donc moi, mon idée, c'était simplement de jouer avec B5. Donc j'avais... en tout cas, une de mes idées, c'était peut-être de mettre le roi en A4 et faire B5. Mais c'est vrai qu'il y a KD 4 qui est très souvent embêtant, par exemple H5. H5 typique, hein, le cavalier pourra jamais venir titiller les pions de ce côté-là. Parce que même s'il y a un cavalier G3, peut-être qu'il y aura juste G6, mais même on comprend mal comment le cavalier arrivera en G3 alors qu'il devrait défendre le pion B4. Donc H5, H4, on envoie le pion en éclaireur. Si les blancs veulent s'en débarrasser, ils devront échanger, et chaque échange de pions favorise les noirs parce qu'il les rapproche de la nulle. Et sur roi B3 ici, il y a KD4 qui annule tout de suite la position. Bon, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais maintenant avec cavalier E2, cavalier F4, on va échanger des pions. Et évidemment que cette finale-là, elle est nulle. Ouais, elle est nulle très facilement avec E5. Qui ont pas assez protégé. Peut-être même que c'est les noirs qui pourraient faire quelque chose en jouant avec B6. Je vais vérifier une demi-seconde parce que ça m'intrigue. Non, ok, c'est complètement nul.
Et peut-être que ça, ouais, commence à donner 0,30 pour les noirs, B6. Je pensais à un schéma comme ça, où si les noirs arrivent à jouer E5 et A5, ce serait pas étrange que le pion C4 tombe tôt ou tard. Regardez un petit peu, roi B5, A5, et là, roi là, ok, bon. Prise, E5, C5 seul coup, roi C6, roi C4. Ok, si je fais G6. Ah mais ok, tu pourras toujours attendre avec roi B4. Ok, bon la finale est nulle, mais ok, peut-être pas si... Enfin si, assez simplement, mais faut faire gaffe quoi. En tout cas, on n'est pas censé se battre pour la nulle avec les blancs quand on a cette position. Donc F6 c'était beaucoup plus sensé que F5 évidemment. Quand il a fait F5, j'étais un peu choqué. Et le temps de me remettre de mes esprits, j'avais 30 secondes à la pendule. Donc j'ai joué roi D3 tout simplement. Roi D3, roi D3, roi D3, cavalier B8. Bon là je pense qu'il a commencé à comprendre qu'il avait un peu déconné. Ou en tout cas peut-être pas tout de suite, mais maintenant après KC6, cavalier E1, de mémoire, c'est dans cette position où il a passé beaucoup de temps, ou en tout cas dans ces eaux-là. Il a commencé à comprendre qu'il était un peu en danger. Parce que le cavalier il va arriver là, il va arriver là. Et en C5, il va jeter un œil sur B7 et sur E6. Donc c'est quand même assez critique. Parce que ça fixe les noirs à une défense passive. Et la défense passive, il n'y a pas pire. K et D4, K et D3, K et C6, K et C5, K et D4. Et alors là, c'est peut-être le petit grain de sable dans la partie qui vient un peu tout gâcher. Après cavalier D4, j'avais une jolie tactique, mais que j'ai même pas considéré parce que ça me semblait tellement peu naturel. Et j'avais presque pas envie de le faire marcher parce que j'étais plus dans une dynamique où je vais essayer de convertir une finale proprement. Et c'est vrai que F4, ça ressemble pas à un coup, je sais pas, c'est un peu anti. En fait, ouais, on vient gâcher un peu toute cette belle structure et avec un coup comme ça, tac, un coup de marteau. Et en réalité, c'est juste qu'après cavalier E2, roi D2, cavalier prend F4, j'avais pas vu G3. Et on va tout ramasser avec tempo. Cavalier prend E6, pion prend F5, cavalier prend G7. Et ça va être cadeau cadeau. Et donc ça, j'ai pas vu. J'ai joué cavalier D3 ici, je pense que j'ai répété pour passer le 40e. On est au 37e coup actuellement. Cavalier C6, roi B3, G5. Bon, il continue dans son délire. Cavalier C5, cavalier D4, roi C3, H5. Et ok, et là on arrive dans cette position et j'ai du mal à savoir comment on continue ici. C'est pas évident. Il veut essayer de faire G4 quand même. Bon, je faisais des blagues sur ça, mais c'est vrai que enfin, il mène une attaque, des percées de pions et des ruptures qui sont assez conséquentes. Et si je suis obligé de prendre un F5 par exemple, c'est une catastrophe parce qu'il pourrait reprendre et juste du pion, dédoubler ses pions et ce serait complètement nul très facilement. Et ici, j'ai joué cavalier B3. Propose l'échange des cavaliers en prétendant avec confiance que les finales sont complètement nulles. Alors là, il réfléchit, 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 réfléchit. Donc là, on a passé le 40e, hein, donc on a récupéré du temps. Et clac, cavalier prend B3. Bam, appuie fort sur la pendule. Offer draw. Bon, alors moi, j'étais là, bon, on va se calmer déjà. Parce que je vais pas accepter nul maintenant, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'après roi prend B3, ok, j'ai aucune chance de la perdre, donc autant la jouer. Mais bon, j'ai compris qu'il voulait me faire passer un message, qu'il avait tout calculé comme Stockfish 15 et qu'il avait conclu que cette position était nulle. Bon, alors je fais roi prend B3. Il joue roi D6. À partir de là, il joue tout tempo. Hein. Il veut me montrer roi C3, F4. Alors là, j'ai joué H3. Il me fait roi C6. En fait, moi, bon, évidemment, quand je fais cavalier B3, j'avais déjà calculé ce que je pensais gagner. C'est-à-dire que je pensais que C5, ça gagnait très facilement. C5, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, si par exemple, dans une position comme ça, si j'arrive à avoir ça, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que ici, je vais faire C6. Puis on prend C6, roi C5. Roi B7, A6. Et ça gagne. Là, je vais ramasser. Je crois que ça gagne à un tempo près d'ailleurs. J'ai pas revérifié, mais de mémoire. Ou là, peut-être à 2 ou 3 tempos, non? C'est peut-être pas celle-là qui gagne un tempo près. Ok, bon, ça c'est gagnant très facilement. Faire échec, je sais pas. Échec là, par exemple. Échec là, on bloque, on bouffe, et on bouffe. Et on mate. Attention aux pattes. Donc, ok. Oups. Donc, moi, c'était ça mon idée. Et puis, s'il faisait roi C6, bah, j'avais l'idée de faire B5, puis on prend roi B4. Ce schéma-là où il est en Zug, il doit reculer.
Et là, je peux prendre un B5 tranquillement et faire C6, toujours la même idée, la même rupture. C'est le principe hein, du pion passé éloigné. Hop, qui tue tout. Donc ça, c'était mon plan de base hein, quand je fais KB3, c'est-à-dire quelques coups avant, ici. KB3. Sauf que là, je me rends compte, je me dis, mais attends. Quand je fais C5, il fait roi C7, je fais roi C4, et là, il fait roi C6, et si je fais B5, pion prend roi B4, il a ce petit coup de H4. Et je me dis, mince. Parce que là, du coup, je la perds. Bon, je suis pas obligé de rentrer cette vente, mais je me rends compte qu'en fait, mon truc marche plus. Et même si ici, je fais H4, par exemple, alors il peut peut-être faire G4, mais même pion prend H4 de mémoire. Si je fais ça, bon, ça. Ah, du coup, là, ça gagnerait. Il faut pas qu'il fasse roi B5. Il faut qu'il fasse roi C7, roi C4, ça. Et même dans cette position, il peut toujours faire H3. Puis on prend H3, H4, et je la perds encore. Bon, je me dis, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, c'est une sorte de zigzag mutuel où celui qui bouge perd, quoi. S'il bouge, il perd. Si je bouge, je perds. Donc, embêtant. Je comprends ça, je me dis, bon, j'ai compris ce qu'il a vu, moi je l'ai loupé, super. Est-ce que c'est vraiment nul? Et là, je réfléchis. Je me dis, mais attends, si j'arrive à le faire jouer H4 de lui-même, j'ai gagné. Si par un miracle, lui, il doit jouer H4, par exemple, si je fais roi B3, il fait H4, bah du coup, maintenant, je la gagne. Parce que dans la même, en fait, il a plus son coup de mou qui lui permettait avant de d'inverser ce Zugzwang mutuel, bah il l'a plus, parce qu'il a joué H4. Donc je me dis, attends. J'ai encore un petit coup de pion qui est possible, est-ce que je pourrais pas l'exploiter? Je commence à calculer, je me dis, ok, là il y a une barrière, il peut pas passer son roi, donc je vais regarder un peu de ce côté-là. Donc je calcule avant, évidemment, hein, pour pas. Comme ça, après, je joue tout tempo dans la tête. Roi E2, roi C6, roi F2, roi C7. En fait, là, il peut pas tenter B5 ou B6, parce que maintenant je vais prendre, et maintenant je vais juste revenir. Et s'il fait ça, je fais B5, et là je suis dans le carré du pion, très important. Dans le carré, et deux pions passés liés, ça gagne. Donc je me dis, ok, je peux arriver jusqu'en F2 sans problème. En G1, j'ai pas le droit par contre. Mais ça tombe bien, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Roi C7, et maintenant je fais G4. Mais c'est pas fini encore. Parce que G4, il a plusieurs options. Soit il pousse, et dans ce cas-là, je lui fais perdre son coup de mou, et je peux juste. Ah là, Ilias. Je peux juste revenir comme ça, refaire le C5, et le même plan qui gagne. S'il prend G4, on verra, mais je peux même prendre du pion H. Il a plus son coup de mou. Tac, gagné. Et si il prend G3, c'est évidemment la variante critique, parce que maintenant roi prend G3, je suis sorti du carré, vous vous rappelez de la variante d'avant. Et maintenant s'il fait B6, pion prend, ce qui est assez joli, c'est que j'ai H4. Et s'il fait A5, évidemment maintenant je fais plus B5, maintenant je vais juste prendre là. Pardon. S'il prend là d'abord, ça a quand même plus de sens. Roi prend, A5, je vais prendre là, ça, ça. Là, je bouffe là. Et là il est adios. Là évidemment j'ai mon pion qui va filer à dame. Et donc je comprends que H4 ça marche. Donc F prend G3 ça marche pas. Donc la position après G4 elle est gagnante. Dans la partie il a réfléchi. Et en fait c'est assez marrant de voir son état de confiance se dégrader petit à petit avec le temps. C'est-à-dire qu'au début il comprenait pas évidemment. Et puis quand je fais G4 il se met la tête dans les mains. Il commence à réfléchir. Au début il est assez confiant. Et puis petit à petit tu le vois faire comme ça. Il est agacé, il est trucs. Donc bon. C'est assez bien, c'est assez cool parce qu'il n'a pas encore joué et toi t'étais pas sûr à 100% mais tu vois que on est arrivé à la même conclusion. Donc il a fait H prend G4. Et bon, j'avais calculé avant, mais H prend G4, ça gagne. Mais je trouvais que F prend G4, c'était un peu plus joli. Euh, certes, c'était des risques un peu. Enfin, des risques. C'était maîtrisé, évidemment, hein. Vous me connaissez, je maîtrise toujours les risques. Mais après, roi C6, par exemple, roi F3, roi D6, c'est la partie. Ici, mon idée, c'était juste de faire un pion passer là, et de faire un deuxième pion passer là, et il pourra pas arrêter les deux. Alors que moi, je serais dans le carré de ces deux-là. Et puis quand je filerai les pions là-bas, ils seront trop loin pour faire dame. On peut illustrer avec la partie C5, roi D7, H4, G prend H4, G5. Donc là, lui, je vais faire diversion. Et puis ensuite, je vais créer mon dernier pion passé avec B5 et C6. H3, je touche pas, mon roi est très bien en F3. Il contrôle les deux. G6, roi E7, parce que je mets la G7.
roi E7, G7, roi F7, et maintenant, hop, le petit pion passé qui file, B5, puis on prend C6, puis on prend A6, hop, on prend G7, A7. Et je trouvais ça comme une belle manière de finir la partie, parce que après A7, c'est dommage qu'il me reste le pion E4, mais ça aurait été joli qu'il ait quand même 6 pions et moi un seul, mais mon petit pion qui est parti à dame, et qui est arrivé à dame en premier. Bon, il peut faire H2, je fais roi G2, et c'est fini. Ici, il a assez abandonné. Enfin, je dis quoi? Ici, il a abandonné dans cette position. Et ça a signé, je pense, la plus belle victoire de mon tournoi aux Olympiades. Donc voilà, je vous ai partagé cette petite partie avec vous. J'en profite, avant que j'oublie, pour vous rappeler que je donne un petit stage de 10 heures sous format masterclass. C'est-à-dire que vous venez, c'est moi qui parle, donc vous savez même pas. Enfin, si vous avez à travailler évidemment, mais ce sera moi qui présenterai la masterclass. Ce sera une durée de 10 heures, 3 heures par semaine environ, et il y aura des intervenants comme Bilal Bellassem, le grand maître franco-algérien, ainsi que probablement un invité surprise, un jeune qui a fini récemment troisième au championnat du monde, moins de 16 ans. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie et cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.